Bonjour et bienvenue. Le 27 janvier 2026, une annonce fait le tour du monde. Les États-Unis se retirent officiellement de l'accord de Paris sur le climat. La décision était prévisible, non? Absolument. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tant l'événement lui-même que ce qu'il révèle sur l'état des relations transatlantiques. C'est-à-dire? Pour l'Allemagne et son chancelier Friedrich Merz, c'est la confirmation brutale d'une réalité. Berlin est piégé, coincé entre un allié américain devenu totalement imprévisible et une Europe qui attend désespérément un leader. On parle d'un simple blocage diplomatique? Non. Les analyses que nous avons consultées décrivent quelque chose de bien plus grave, une paralysie politique complète. Ce n'est pas un dilemme classique. C'est une crise où tout se mélange, le climat, l'économie, la géopolitique, et tout ça fusionne en un seul problème qui semble insoluble pour le gouvernement allemand. Alors la question centrale devient que peut faire l'Allemagne? Exactement. Comment négocie-t-on quand l'autre camp a décidé qu'il n'y avait plus de table de négociation? Comment fonctionne la diplomatie quand tout l'arsenal diplomatique construit sur des décennies de multilatéralisme se révèle soudain inefficace? C'est précisément ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Commençons par ce retrait de l'accord de Paris. Sur le papier, c'est un geste symbolique. La politique climatique américaine était déjà largement hors des normes internationales. Mais le symbole a du poids. Un poids considérable. Une économiste citée dans les documents, Claudia Kempfer, parle d'un recul politique qui sape la confiance et freine les investissements mondiaux. L'onde de choc va bien au-delà de l'écologie. On peut mesurer cet impact concrètement. Oui, les Nations Unies estiment que ce retrait américain pourrait à lui seul ajouter 0,1 degré Celsius au réchauffement climatique mondial. 0, 1 degré, ça semble pas énorme. Détrompez-vous. Dans le monde de la diplomatie climatique, où chaque centième de degré fait l'objet de négociations acharnées, c'est un chiffre colossal. C'est un message politique qui dit: vos efforts collectifs ne nous intéressent pas. Et il faut replacer ça dans le contexte global. Exactement. Nous sommes déjà sur une trajectoire qui nous mène vers 2,8 degrés d'ici la fin du siècle. Ce retrait n'est pas une simple anicroche, c'est un sabotage délibéré de l'effort mondial. Et pendant que ce sabotage climatique se déroule, il y a un autre front qui s'ouvre. Oui, un front économique. Et là, les chiffres donnent des sueurs froides au ministre de l'économie à Berlin. Vous parlez des droits de douane. 15%. Une menace de droits de douane de 15% sur une part massive des exportations européennes vers les États-Unis. Les automobiles, les machines industrielles, les produits chimiques, le cœur de l'industrie allemande est directement visé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, parce que c'est un des points les plus fascinants de l'analyse. Pour l'administration Trump, il n'y a aucune différence entre ces deux sujets. Le climat, le commerce, l'OTAN, tout fait partie d'un seul et même dossier, l'affirmation de la puissance américaine. Tout est transactionnel. Alors que l'Europe continue de raisonner en silos séparés. Exactement. À Bruxelles et à Berlin, vous avez le commissaire au commerce dans son couloir, celui au climat dans le sien, le chef de la diplomatie dans un troisième. Chacun travaille avec ses propres règles. Et cette asymétrie de pensée est dévastatrice. Ça place l'Allemagne dans une position constamment défensive. Toujours en train de réagir, jamais d'anticiper. C'est comme si l'Europe jouait aux échecs en suivant scrupuleusement les règles face à un adversaire qui joue au poker, bluffe et change les règles à chaque tour. Et les sources évoquent des contre-mesures européennes possibles. Oui, jusqu'à 4,13 milliards d'euros. On n'est plus dans la diplomatie classique, on est dans la théorie des jeux à haute intensité. Si on se met dans la peau du chancelier Merz, la situation est un véritable casse-tête. Un casse-tête insoluble. D'un côté, les sources nous disent qu'il essaye de faire ratifier un accord douanier conclu en 2025, une tentative pour apaiser les tensions. Et de l'autre, Il est obligé de monter au créneau publiquement pour mettre en garde contre de nouvelles sanctions. On a l'impression de le voir tenter de boucher les fuites d'un barrage sur le point de céder. pourquoi sa position est-elle si intenable? Parce qu'il est tiré simultanément dans trois directions opposées. Premièrement, il doit absolument préserver l'unité de l'Union européenne. S'il négocie seul avec Washington pour sauver son industrie automobile, c'en est fini du marché unique. Ce serait la fin de la crédibilité européenne. L'unité est la seule arme de l'Union européenne. Exactement. Deuxièmement, il subit une pression immense de son propre patronat, de ses industries, qui lui disent: protégez-nous. Et ses intérêts ne sont pas toujours alignés avec ceux de l'Espagne ou de la Pologne. Et la troisième direction, c'est la politique intérieure. C'est peut-être la plus compliquée. Il doit expliquer à l'opinion publique allemande pourquoi il faut maintenir à tout prix l'alliance transatlantique avec un partenaire qui passe son temps à vous critiquer
publiquement. C'est un exercice d'équilibriste extrêmement périlleux. Et pendant ce temps, sur la scène politique à Berlin, C'est un véritable champ de mine. Les Verts dans l'opposition l'accusent de manquer de courage. Ils parlent d'un vide de leadership climatique. Ils veulent que l'Allemagne prenne la tête d'une coalition, quitte à froisser Washington. et au sein de sa propre coalition, Son partenaire, le SPD, cherche à se différencier. Et à l'extrême droite, l'AfD se frotte les mains et utilise chaque déclaration de Trump comme preuve que le modèle multilatéral a échoué, quoi qu'il fasse, Merz est critiqué. de tous les côtés. Et ça nous amène à une question beaucoup plus profonde que soulèvent les analyses. Au-delà de la gestion de crise immédiate, c'est l'identité même de l'Allemagne qui est en jeu. C'est la question fondamentale. L'Allemagne s'est construite après-guerre sur un modèle très spécifique. Une puissance économique, mais une puissance politique discrète. Un géant économique qui s'abrite sous le parapluie militaire américain et se fond dans le projet européen. Sauf que ce modèle vole en éclats. Complètement. La question aujourd'hui est, l'Allemagne est-elle prête à assumer le rôle de leader politique de l'Europe, avec tous les coûts et tous les risques que cela implique? Ou va-t-elle se replier sur elle-même? Et les critiques viennent de partout en Europe. De tous les côtés. Pour les pays du sud de l'Europe sur les questions budgétaires, Berlin est perçu comme trop rigide, trop dur, le fameux gardien de l'austérité. Et pour les pays de l'Est, Face à la Russie et maintenant face à Washington, Berlin est vu comme trop mou, trop hésitant. Cette situation révèle tout le paradoxe du leadership allemand. Tout le monde le réclame, mais personne n'est d'accord sur la direction qu'il devrait prendre. ce qui est frappant, c'est que cette situation est le symptôme d'un changement beaucoup plus large. Absolument. Les analystes décrivent un glissement très clair, on passe d'un ordre international fondé sur des règles et des traités vers un ordre basé sur des rapports de force brute. Le retrait de Trump de l'accord de Paris en est l'illustration parfaite. Oui, il est efficace politiquement non pas parce qu'il est juste, mais parce qu'il est simple, rapide, unilatéral. Il crée une nouvelle réalité en quelques heures. Et la réponse européenne, Elle est par nature lente et complexe. Il faut mettre d'accord 27 États membres avec 27 parlements, 27 opinions publiques. Le temps que l'Europe arrive à une position commune, les États-Unis ont déjà changé de sujet 3 fois. c'est une asymétrie de vitesse fondamentale. Et ce changement se voit même dans le langage utilisé à Bruxelles. Comment ça? Un nouveau concept fait son apparition dans les documents stratégiques, celui de contre-pouvoir, en allemand Gegenmacht. Et c'est significatif? Extrêmement. L'Union européenne a été conçue comme un projet de paix, un marché commun. Elle n'a jamais été pensée comme un contre-pouvoir géopolitique destiné à équilibrer une autre puissance, encore moins son allié américain. Le simple fait que ce mot soit maintenant sur la table montre une prise de conscience, peut-être tardive, que le monde a changé. Il y a un détail dans les documents qui illustre parfaitement cette position de faiblesse. Lequel? Ce moment où le chancelier Merz se sent obligé de commenter publiquement la santé de Donald Trump. Il déclare qu'il n'y a aucune raison de douter de sa capacité à gouverner. Ça paraît surréaliste. Pourquoi un chancelier allemand doit-il faire une telle déclaration? Parce qu'il doit réagir à des rumeurs, des narratifs qui naissent aux États-Unis et qui pourraient déstabiliser les marchés. Il ne définit plus son propre agenda. Il passe son temps à éteindre des incendies allumés par d'autres. Le fait même de devoir prononcer cette phrase est un aveu de faiblesse. Il ne maîtrise plus ni le calendrier, ni les sujets. La diplomatie n'est plus une construction patiente. C'est une gestion de crise au jour le jour. Si on essaie de résumer, toute cette crise complexe peut se condenser en 3 chiffres. Les sources parlent de pierres posées sur la table. L'image est forte. Quels sont ces 3 chiffres? Le plus 0,1 degré de réchauffement, les 15% de droits de douane et les 4,23 milliards d'euros d'une potentielle guerre commerciale. Ce ne sont plus des abstractions, ce sont des réalités qui forcent des choix douloureux. Et ces chiffres nous ramènent à la question centrale. Berlin a-t-il encore un réel pouvoir de façonner les événements? Ce que les Allemands appellent Gestaltungskraft, ce pouvoir de mettre en forme le monde. Ou bien l'Allemagne est-elle réduite à un rôle de gestionnaire qui absorbe les chocs des décisions prises ailleurs? Les sources semblent pencher pour la deuxième option. Oui. Le centre de gravité du pouvoir s'est déplacé. Et il y a une dernière idée qui ressort très clairement. Laquelle?
Cette année 2026 est vue comme un test grandeur nature. Le test de savoir si un système fondé sur la coopération et les règles comme l'Union européenne peut agir de manière stratégique quand une puissance majeure, son principal allié, décide que ces règles ne s'appliquent plus à elle. La question n'est donc plus seulement comment gérer l'administration Trump. Non. C'est devenu comment navigue-t-on dans un monde où la coopération est perçue comme une faiblesse. C'est un défi existentiel pour l'Europe. Que fait-on quand le joueur avec qui on joue aux échecs depuis 70 ans décide soudain de renverser l'échiquier? C'est la question qui reste en suspens. Voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.